Bienvenue dans Saya Care, le podcast qui explore la santé, le bien-être et les parcours des femmes de la diaspora africaine à travers leurs récits, leurs expériences et leurs vérités. Aujourd'hui, nous abordons un sujet essentiel, parfois sensible, parfois tabou, la santé mentale. Comment parler de ce que l'on vit vraiment? Comment apprendre à guérir quand on nous a appris à tenir bon constamment? Comment se reconstruire dans un monde où les femmes de la diaspora portent souvent beaucoup, parfois trop? Pour en discuter, nous recevons Sheima Chamoumi, formée en psychologie et engagée depuis plusieurs années dans l'accompagnement émotionnel et le mieux-être. Bonjour Sheima. Bonjour Jamila. Comment vas-tu? Ça va bien et toi? Ça va, merci. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui dans cet épisode de Saya Care. C'est un plaisir de te recevoir. Merci à toi franchement pour l'invitation, c'est un grand plaisir d'être là. Good. On a une belle conversation qui nous attend. Oui, je suis prête. On va parler du nerf de la guerre, la santé mentale. Tout un sujet, N'est-ce tout un pas? sujet. Est-ce que c'est pas la première fois qu'on peut l'aborder de façon autant à l'aise même? C'est Et c'est tellement important Mmh. qu'on se mette bien à l'aise dans nos canapés respectifs, n'est-ce pas? Pour aborder cette Exactement. thématique. Avant de rentrer dans le vif du sujet, avant, tu sais, qu'on apprenne un peu plus à te connaître, ton parcours et cetera. Mmh. Est-ce que tu peux me dire pour toi, quel a été le moment dans ta vie qui, t'a fait rendre compte, d'à quel point la santé mentale était important pour ton bien-être, important pour ta survie, important pour ta personne en tant que femme de la diaspora africaine? Alors je dirais, je crois que la première fois que je l'ai vraiment ressenti, ça l'a été une fois que j'ai commencé mes études au niveau de la psychologie, mais en fait avant je savais pas que c'était la santé mentale à quoi je pensais. OK, tu pensais que c'était quoi? Heu, un bug. OK. Un Alright. bug littéralement que j'avais genre, OK. parce que franchement depuis toute jeune, que ce soit dans ma famille avant même de quitter le Maroc, Mmh. je posais des questions sur, enfin, les dynamiques qu'il y avait entre les gens. Mmh. Pourquoi telle personne on la traite comme ça? Mmh. Pourquoi telle personne on la traite comme ça? Et ben, au fur et à mesure des fois on me disait: «Mais franchement c'est pas des questions qu'il faut poser, Mmh. tu mets les gens mal à l'aise». Du coup, j'ai appris à garder les questions un peu en moi, mais vraiment je pense que même mes parents, depuis que je suis jeune, ils savent que: «Arrête de poser trop de questions, vraiment arrête de poser trop de Donc tu questions». étais un enfant du «mais pourquoi? Ah mais tout le Pourquoi? temps, Pourquoi?» tout le temps. C'est-à-dire que tout ce qu'on m'expliquait, que ce soit au niveau de la spiritualité, que ce soit au niveau de l'école, Mmh. pourquoi faut faire ça? Ouais. Et des fois j'étais tellement pas en accord, je voulais vraiment savoir, mais la logique qu'il y a derrière, Comprendre. elle est où? Mmh. Si je dois poser une action, j'aimerais savoir pourquoi je la pose et surtout, encore plus quand ça me convient pas, Totalement, tu vois? Donc totalement. voilà. Mais sinon la vraie piqûre, ça l'a été, je dirais même à la moitié de mon programme, OK. où c'est là où j'ai rencontré, pour la première fois une femme, d'issue d'immigration, de OK. deuxième génération, qui donnait des cours. Donc là, c'est Mmh. la première fois vraiment que j'ai vu quelqu'un aborder comment la psychologie s'applique aux femmes de diaspora qui ne sont pas blanches, en fait. Donc et c'est là où vraiment ça a cliqué. Je pense, la première fois, j'ai dû passer au moins une soirée à pleurer en mode genre: «Mais quelle illumination!» tellement c'était fort, quoi. Une boîte de Pandore finalement qui s'ouvre. Exactement, I exactement. love that. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours et de ce qui t'a amené justement vers la psychologie et la santé mentale? Plus jeune, je posais beaucoup, beaucoup de questions. La psychologie n'était pas un programme auquel je pouvais m'inscrire à la base. Pourquoi? Mes parents. J'ai eu de la chance d'avoir des parents qui étaient éduqués. Mon père est 3 fois doctorant en chimie. Ma mère, elle a sa maîtrise au niveau de la comptabilité et tout ça, donc ils étaient déjà, très dans l'éducation. OK. L'éducation, c'était super important. Mmh. Il y a pas de blague avec ça, c'est tu vas à l'école, et tellement que quand on est venu ici pour la première fois, j'étais dans des écoles privées quand j'étais au Maroc, mais du coup, c'est islamique. Mmh. Donc il y a l'éducation islamique qui va avec, tu apprends de la religion. Mais quand on est arrivé au Canada pour la première fois, bah, il y en a pas. Bah oui. Il y en avait pas et on n'habitait pas à Montréal. On est allé à Sherbrooke. OK. Donc il y avait pas beaucoup de gens de couleur, mais vraiment pas. Mmh. Donc à partir de là, j'ai continué mon processus scolaire, sauf qu'on m'a mise dans une école chrétienne, donc privée, mais cette fois-ci OK. chrétienne. OK. Donc vous pouvez imaginer le clash franchement entre, tu vis une vie à la maison, tu vis une autre vie à l'école. L'école où j'étais, s tu vois, ils étaient chrétiens pour de vrai, quoi. Et c'est C'était OK. pas en mode Ils genre, étaient on stricts est genre. affilié à la chrétienté, mais on n'applique pas. C'est vraiment, Mmh. des grandes fêtes. Du coup, j'ai beaucoup, mais beaucoup apprise et Mmh. je pense que vu qu'il y avait un clash, niveau religion et pour moi, ça a été vraiment en mode, «Mais c'est une dinguerie de dire des choses comme ça».
Enfin, s'il y avait Mmh. tellement une, discordance entre ce qu'on Parce que tu m'enseignait à la connaissais. maison Ouais, exactement et ce que je vivais à l'école, ouais. que j'étais là en mode: «Mais qui a raison, en fait?» Mmh. Donc ça accumule d'autres de nouveaux pourquoi à ton Exactement, pourquoi déjà de base, en fait. exactement et OK. chacun de leur côté, si tu demandais pourquoi, l'autre a tort Mmh. et en habitant ici, ben, clairement, c'est les gens de l'extérieur qui ont tort, mais voilà, moi, j'avais de la famille qui était en France, on avait encore de la famille qui était au Maroc, donc on est venu une fois ici, ensuite on a redéménagé en France. Donc là, c'était retour et là, c'était à Marseille. Mmh. Oh, le sang, le fraté, franchement, c'était super chaleureux et puis, ben, là, je retrouve plus les miens. Mmh. Je me sens un peu plus déjà, correcte en tant qu'Africaine. Mmh. Je me sens acceptée, je sens que, mais waouh, en fait, Mmh. enfin, je suis normale Mmh. et là, mes parents décident que non, la France n'est pas la France dans laquelle eux, ils ont étudié. On y retourne. On retourne parce que le Canada a plus de prospérité, surtout au niveau de l'éducation à ce moment-là. Donc là, on revient. Mais quand on revient? Moi, je voulais pas revenir. Ça veut dire quoi? Je voulais pas revenir, c'est-à-dire ma première expérience, elle était pas ouf. Mmh. Je me sentais bizarre, je me sentais pas moi-même et dans le temps, je comprenais pas que c'était vraiment un truc de: «Je veux pas y aller». Mmh. Moi, je pensais que c'était vraiment: «Je veux rester avec ma famille, Mmh. pourquoi on redéménage encore?» Enfin, flemme quoi, genre ça y est, ça fait déjà 3 fois, je pense j'avais même pas encore 16 ans. Mmh. Tu vois ce que je veux dire? Et bon, là, en arrivant ici, pour moi, franchement, ça a été, très, très dur. Surtout le second retour, ça a été très, très dur parce que bon, là, en plus, je suis jamais arrivée dans un pays en mode en même temps que tout le monde, quoi. Première année, où on rentre tous ensemble. Du coup, j'avais pas ça. Fallait toujours que quand j'arrive, je m'intègre et je n'aimais pas qu'on me marche dessus. Mmh. Du coup, j'arrivais en mode genre: «Je veux être celle qui lead, en fait, le groupe. Même si vous êtes pas comme moi, vous allez devenir un peu, que je le veuille ou pas, comme moi. Mmh. Vous allez me comprendre autant que moi je vous comprends, en fait». Mmh. C'était pas nécessairement la bonne façon de le faire parce que j'étais très loud, OK. très, dans l'expression. Mais tu sais, quand tu es jeune, tu comprends pas vraiment pourquoi tu es nécessairement loud. Tu Mmh. vois ce que je veux dire? Du coup, c'est ça. Ensuite, bah, comme j'ai dit, hein, moi, mes parents, c'était vraiment essayer d'être indépendante. Ouais. Tout ce que tu fais dans la vie, c'est pour être indépendante. Tu veux pas dépendre des gens, tu veux pas dépendre de qui que ce soit, même au Mmh. niveau du travail. Donc bien sûr, psychologie, c'est pas quelque chose qu'on voit comme étant quelque chose qui va te rendre indépendant. Totalement. Du coup, ben, j'ai passé, je me suis inscrite en business au début. Mmh. Ensuite, j'aimais il y a un côté de la business que j'aimais pas trop, le côté froid. J'ai comme: «Mais il OK. y a un côté, mais en fait, comment tu vas faire pour envoyer des gens, en fait, si ça se passe pas bien?» Je me sentais pas très à l'aise avec Ouais. ça. Ensuite, j'ai essayé, ben, Sciences Po, Mmh. encore moins. Mmh. Après, je me suis dit: «Vas-y, je vais essayer d'aller en psycho, mais si j'y vais avec de la science, ils vont peut-être plus accepter». Du coup, je me Mmh. dis: «Vas-y, neuropsychologie». Maintenant, malheureusement, les moyens et tout ça ont fait que ça devenait trop pour moi d'être à temps plein en cours et je voulais absolument finir, mon bac en temps et en heure. Donc j'ai fini par tricher Mmh. et j'ai fini par m'inscrire en psychologie appliquée. OK. Donc la psychologie appliquée, c'est vraiment prendre des théories qui existent et de voir comment elles s'appliquent, en fait, dans la vraie vie. Du coup, c'est pas vraiment le domaine de la recherche de la psychologie comme la psychologie Mmh. générale et théorique. Et là, ben, coup de cœur. Bah oui. Coup de cœur, mais coup de cœur. Mmh. Et c'est pas même pas comme, si j'étais pas bonne tout ce qui était en chimie et tout ça, parce que franchement, j'aimais beaucoup les mathématiques. Mmh. J'aimais une certaine logique. Et je me disais: «Bon, en psycho», j'entendais les dire des autres, que bon, je retrouverais pas ça. Mmh. Très Mmh. faux, c'est très logique, donc voilà comment j'en suis à la psychologie. C'est hyper intéressant ce que tu mentionnes. Pour la petite histoire, quand j'étais plus jeune, je voulais être aussi psychologue, pour le coup, et je me rappellerai toujours la conversation que j'ai eue avec, ma mère. Elle m'a dit: «Les psychologues, tu es psychologue et tu vas manger quoi? Tu vas te nourrir Oui. comment?» Genre les psychologues mangent garba tous les jours. C'est en mode, ce n'est pas quelque chose qui, apporte un certain gain pécunier. Mmh. C'est pas quelque chose qui justement va te permettre d'avoir une certaine indépendance. Tu vois? Puis, personnellement, j'aime l'argent, donc très rapidement, Bah oui. j'ai pris pour acquis ce que ma maman m'a dit. J'ai dit: «Oh pardon, Ah mais ça, c'est sûr. je ne peux pas». Ça, le salaire, Voilà. seul de psychologie. Pardon seulement. Mais ce qui est tout aussi, intéressant, c'est que finalement, c'est pas du tout le cas. Tu sais, quand tu, grandis, que tu vois les psychologues, tu vois l'argent qui sont, mais c'est juste la perception finalement, tu sais, qu'on a Exactement. de ce corps de métier-là, ce secteur spécifiquement. Tu as partagé justement le fait que dans ton parcours, à un moment donné, tu as été loud. Mmh. Tu sais, tu t'es exprimé, tu t'es imposé, peut-être pas de la bonne manière, mais tu l'as fait quand même. Système de survie, on accepte, on prend, right?
Est-ce que tu peux me dire à quel moment donné est-ce que tu t'es rendu compte que le silence pouvait être tout aussi lourd finalement que la souffrance? En fait, quand je me rendais compte que c'était pas du tout le silence dans ma tête, Mmh. mais ça criait, mais à tue-tête. Plus j'avais l'impression qu'on me faisait taire ma voix, plus ma voix devenait très, très forte à l'intérieur de moi-même. J'étais tellement en colère, mais tellement en colère, mais en fait, je comprenais tellement pas pourquoi non plus. Mmh. J'étais juste là, j'avais l'impression de m'énerver, que ce soit même contre mes amis et pas pour des raisons légitimes nécessairement, mais dans ma tête, ça l'était. Maintenant que j'y repense avec un peu de recul, tu vois qu'il y avait un certain manque de légitimité. On s'en prend aux gens alors qu'il y a pas lieu d'être. C'est une sorte de projection. Tu sors ça sur, les gens qui sont proches de toi, tu as l'impression qu'eux non plus te comprennent pas. Mmh. Donc vraiment, c'est ça, hein, je dirais que c'est quand ça devient plus fort dans ta tête, enfin il y a un boucan dans ta tête qui est non-stop et qu'autour de toi, tu peux être dans une pièce complètement silencieuse, mais tu as l'impression qu'il y a 50 personnes avec toi. Totalement. Comment tu fais justement pour naviguer entre tout ça? C'est les attentes finalement que ta famille avait, les attentes culturelles, tes propres attentes personnelles, émotionnelles aussi, tu sais, qui se mélangeaient dans ce melting pot là finalement? Bah, en vrai, je navigue encore dedans aujourd'hui, je vais pas mentir. Mmh. C'est pas quelque chose de facile parce qu'il y a les stéréotypes, en fait, des 2 côtés. Totalement. Quand tu te retrouves dans cette position-là, je vois que tu te fais attaquer d'un côté, tu te fais attaquer de l'autre. Tu sais, si tu pas là, pour faire rigoler, bah, tu es trop sérieuse. Alors qu'on Mmh. t'a envoyé faire des études supérieures, tu vois? Mais tu te prends pour qui pour faire la psychologie des gens? Mmh. Tu te prends pour qui pour faire ça? Et faut pas croire, c'est pas que les parents. Même les jeunes de notre âge, Totalement. on pense être ouverts, mais dans notre diaspora africaine, je pense qu'il y a toujours ce truc-là en mode, «Mais moi ça va? Pourquoi toi ça va? Mmh. Moi ça va, hein, je vois pas pourquoi tu me poses cette question, enfin, wesh!» Totalement. Tu vois ce que je veux dire? Totalement. Donc je pense que même nous, c'est très dur de déconstruire ça. Mmh. Donc comment naviguer à travers ça? Je dirais que c'est vraiment apprendre à se mettre aussi de l'avant, à OK. accepter vraiment ce que toi tu ressens et ce que toi tu veux. Mmh. Parce qu'au final, tu vas toujours décevoir quelqu'un, mais personne ne va vivre ta vie pour toi. Donc tu peux les décevoir par-ci, par-là, mais je pense que les gens ne voient pas non plus l'idée que toi tu as dans ta tête et où est-ce que toi tu veux te rendre. Ils savent pas les étapes que toi tu es prête à franchir, que toi tu es prête à passer par-dessus pour arriver là. Donc je pense que tant que tu as confiance en toi, ce que tu fais et même si tu tombes en fait, Mmh. c'est pas grave, relève-toi et continue. Les gens n'auront pas le choix que d'un moment se dire: «OK, peut-être que, Mmh. au final, il y a moyen de moyenner en fait», tu vois? Donc voilà, je vais Totalement. À quel moment donné, justement, tu as commencé vraiment à parler de ce que tu ressentais? Parce que tu m'as parlé un peu de ton parcours migratoire, mmh veux pas, tu des allers-retours que tu as fait qui devaient être extrêmement complexes, surtout à cette tranche d'âge-là. oui, Là, c'est une tranche d'âge, veux pas, ingrate. oui, C'est genre l'adolescence, c'est devoir naviguer, tu es en train de découvrir toi-même, puis on te fait bouger, puis on te met dans une école catholique, puis finalement une c'était beaucoup. À quel moment donné, tu as commencé à le vocaliser? heu, ben, je pense, j'ai commencé à le vocaliser vraiment sans m'en rendre compte. Mmh. Je dirais, comme j'ai que c'était à travers l'écrit, à travers, les débats. Alors, j'adore les débats, tout ce qui est débat, franchement, débattons jusqu'à demain. Avant, je le faisais pas nécessairement de la bonne façon. Je pense qu'à un moment, à travers cette tranche d'âge-là, j'essayais beaucoup plus d'imposer et j'écoutais pas les autres. Mmh. Je voulais qu'on m'écoute, mais j'avais pas compris que pour qu'on t'écoute, fallait que tu écoutes d'abord aussi. En fait. Faut écouter, en fait, des 2 sens. Ce que tu demandes, la personne en face de toi aussi le demande. Ouais. Donc c'était très, compliqué parce que, bah, ça reste que je voyais aussi les informations qu'il y avait à la télé malheureusement. En étant arabe, c'était pas très beau. Il y a eu les attentats, il y a eu plein de choses comme ça qui se sont passées entre-temps et surtout vivre dans un pays occidental, enfin, on ne met que de l'avant majoritairement les côtés négatifs. Mmh. Sauf que moi, je voyais les côtés positifs aussi, Côté positif de quoi? de ma culture OK. et ce qu'elle m'apportait en tant que marocaine, en tant Mmh mh. qu'africaine. Ce que ça m'apportait, j'étais contente moi de rentrer chez moi, de parler arabe. Mmh. J'espérais juste que tout le monde pouvait parler darija Mmh. pour plus comprendre. Quand on rentrait au Maroc, mais alors là, mais que ce soit la nourriture, Mmh. que ce soit, les gens, la communauté, on prend soin de toi, enfin le voisin sait qui tu es. Ici, ton voisin, la porte d'à côté, quand tu déménages, tu vas taper chez eux, tu dis: «Bonjour», limite ils étaient choqués en mode: «Mais Mmh. enfin mêlez-vous de vos affaires quoi». Totalement. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y avait vraiment ce truc-là en mode genre, moi, je suis quelqu'un de famille, je suis quelqu'un de très rassembleur et quand je suis venue dans un pays occidental, c'était très individuel. Mmh. Donc, c'était vraiment apprendre à jongler avec
les côtés négatifs et positifs des 2 côtés. Donc ouais. Bah, par où justement est-ce qu'on commence quand on n'a jamais appris à parler de ce qu'on ressent? Parce que, tu sais, tu l'as mentionné, tu l'as peut-être mal fait au Ouais, début, mais je pense que quand on t'entend, on voit aussi qu'il y a beaucoup de recul, oui. d'apprentissage, et cetera. Et que c'est à refaire. Comment toi tu le vocaliserais ça? C'est ce, cette frustration, veux pas, tu vois? Comment est-ce J qu'on vocalise ce qu'on ressent? je pense que j'aurais écouté un conseil qu'on m'a donné très, très tôt que je n'ai pas écouté jusqu'à très tard, c'est d'écrire ce que tu ressens. Mmh. Tout ce qui est journal intime. Et j'ai jamais pris ça au sérieux, je voyais toujours ça en mode: «Oh, c'est dans les films, ouais, franchement, c'est les Américains qui font ça, ça va aller 2 secondes, quoi». Avec la musique de J'écris quoi? fond et Tu tout, tu vois? exactement, alors La petite que bougie sur le côté. exactement, alors qu'en vrai de vrai, tu sais, des fois, je me souviens quand j'étais dans la voiture, tu sais, je regardais dehors, surtout quand j'étais énervée, je me voyais vraiment dans un clip en mode genre: «Ouais, bonne», tu vois? Donc en fait, tu peux avoir ça vraiment quand tu écris et en fait, il y a quelque chose dans quand tu écris, tu te fais face à toi-même. On pense qu'on se fait face à soi-même quand on réfléchit, mais tu restes tellement dans ta tête que ta tête devient chargée, chargée et à un moment, il y a plus de place. Totalement. Donc écrire te permet littéralement c'est comme si tu prenais une partie, tu la mettais sur papier. Mmh. Ça te permet de te décharger déjà et en fait, tu vas voir qu'est-ce que tu écris sur toi? Qu'est-ce que tu écris sur les autres aussi? Qu'est-ce que tu penses vraiment? Et des fois, tu vas être en train d'écrire, tu vas tellement dériver que quand tu vas voir ce que tu as écrit, mais ça fait aucun sens, ça part de là, ça va là-bas, ça va à gauche, ça va dans tous les sens. Mais c'est ça la beauté, c'est qu'en Totalement. fait, c'est là où tu vois à quel point ton cerveau faisait même plus de sens. Mmh. Ta mentalité était vraiment perdue, tu essayes de faire du sens de tout, mais quand tu as trop de choses, tu peux pas vraiment, voir la clarté, tu vois? Mmh. C'est comme si tu as trop de pixels dans une photo, Totalement, au bout d'un moment, c'est plus très cute. Tu vois ce que je totalement, veux dire? totalement. Est-ce que tu es allé en thérapie ou seuls tes cours t'ont aidé à mieux te comprendre? Alors pendant longtemps, j'ai cherché à aller en thérapie. Ouais, Malheureusement, par manque de moyens, fair je enough. n'avais pas pu y avoir accès. Mmh. Donc je pense que même moi, en fait, indirectement, je suis vraiment allée en psychologie pour, me comprendre aussi. Mmh. Je pointais toujours du doigt les autres, genre: «Je veux te comprendre toi, je veux comprendre elle, pourquoi elle est comme ça, lui, pourquoi il est comme ça». Mais en vrai de vrai, j'ai remarqué que c'est moi que Mmh. j'ai étudié parce que à travers toutes ces théories, tu n'as pas le choix à un moment que d'arriver en De te mode questionner. exactement, parce que ton premier client, en vrai de vrai, c'est toi-même. Mmh. Tu vas lire la théorie, au début, tu es genre: «Tu exagères, c'est pas comme ça». Ensuite, plus tu y vas, plus Ouais. tu es comme: «Bon, je n'ai guère le choix que d'admettre que, pardon, on parle aussi de moi, je suis fautive aussi». En fait. Donc pour moi, ça a été très, très l'étude. J'ai réappris à lire. Quand j'étais petite, mon père et ma mère me faisaient beaucoup, beaucoup lire. Au fil des années, quand tu lis dans tes études, enfin, c'est chiant. Mmh. Tu lis pour, étudier Mmh. et à un moment, je lisais vraiment pour m'éduquer. Donc il y avait des théories qui montraient, mais j'essayais toujours de voir comment les théories, au final, s'appliquaient pour la diaspora africaine, pour les femmes africaines, parce qu'il y a quand même certaines choses sur lesquelles je n'étais pas d'accord. J'étais comme: «Ah, tu vois, j'aurais pas vu ça comme méthode, Ouais. heu, de coping mechanism, par exemple. Mmh. Ou bien ça ne s'appliquerait jamais dans un monde où la spiritualité, par exemple, prend autant d'ampleur. Totalement. Donc voilà et surtout dans l'étude de la psychologie, tu sais, toute chose est décortiquée seule. Donc on va étudier la spiritualité seule, en dehors des autres composantes. On va étudier telle émotion seule, en dehors des autres composantes. Alors qu'en réalité, C'est interconnecté. c'est très interconnecté. Enfin, c'est très dur de dissocier les choses Mmh. et même au niveau des recherches, tu vois, des fois, on va faire des Likert scale, mais par exemple, si je te demande sur 5, est-ce que tu as passé une belle enfance ou est-ce que tu as souffert? Ton 4, mon 4, C'est pas la même c'est chose. pas du tout la même chose. Ouais. Donc à partir de là, je pense que ça donne beaucoup, beaucoup de données biaisées et du coup, les résultats ne sont pas nécessairement toujours généralisables. Totalement et adapté à nos réalités en tant que femme de la diaspora Exactement. africaine au final. Bah, justement, tu sais, dans ce que tu as lu, appris, que tu es encore en train d'apprendre et de Mmh. comprendre, quels seraient les outils simples que tu recommanderais, aux femmes de la diaspora africaine qui souhaiteraient entamer une conversation plus honnête avec elles-mêmes? Alors déjà, va t'acheter un crayon et un On a dit papier. on va écrire. Écrire. Genre, en fait, je pense que les gens sous-estiment à quel point écrire. Mmh. Et le deuxième conseil que je donnerais, c'est vraiment méditer. Quand on est fâché, les gens vont souvent tendance à dire: «Ah, va te défouler. À faire du sport, va te défouler». Mmh. C'est un mythe. Mmh. La vraie chose, c'est littéralement s'asseoir pendant 3 minutes et tu fais des exercices de respiration.
C'est une des choses les plus compliquées à faire parce que je sais pas si tu as déjà essayé de rester en silence? C'est mon combat de tous les jours, parce que c'est très dur. Il y a Mmh. toi et on dirait tellement de versions de toi-même qui parlent en même temps dans ta tête. Toutes les possibilités que tu peux faire, elles sont toutes dans ta tête, toutes les possibilités de réponse, elles sont toutes là. Mais vraiment, quand tu es énervé, quand tu es fâché, quand tu es surmené, de t'asseoir un petit ne serait-ce qu'un 5 minutes dans ta Mmh. journée, vraiment prendre le temps de respirer et te dire que ça va aller. Parce que à la fin de la journée, ça finira par aller. On est tous capables de surmonter tellement plus de choses que ce qu'on pense. La preuve, c'est qu'il y a plein de choses qu'on va passer à travers notre enfance, on ne sera pas nécessairement conscient de la chose. Mais si toi, en tant qu'enfant, tu as réussi à passer à travers, crois-moi que l'adulte en toi, elle est encore plus capable. Mmh. C'est juste qu'il faut prendre le temps de reconnaître aussi ce que tu as été capable de faire. Totalement. Et à travers la méditation, je pense que tu peux faire ça. Et encore une fois, écris. Écris seulement. I love that. Je te parlais de thérapie tout à Mmh. l'heure, d'accès à un accompagnement santé mentale, je vais le nommer comme ça. C'est quelque chose qui est important, c'est quelque chose qui est, un privilège. C'est quelque chose qui n'est pas forcément accessible Oui, à tout le monde non plus, mais c'est quelque chose qui existe et qui est là effectivement. et c'est quelque chose qui est utile aussi et dans cette utilité-là, je trouve que très souvent lorsque, en tant que femme de la diaspora africaine, on va se dire: «Bah, je pense que j'ai peut-être besoin d'aide». Mmh. C'est tu sais, quand on arrive à se l'avouer nous-mêmes, tu vois? Quand on se dit: ceci, je n'ai plus la capacité de le vivre seule. J'ai besoin d'être accompagnée au-delà de mes prières, au-delà de ma méditation, au-delà Mmh. de ma famille, au-delà de mes amis. J'ai besoin de quelque chose d'autre, de plus. Quelqu'un qui m'accompagne à faire en sorte qu'il y ait plus de sens dans ce brouhaha que je ressens, Mmh. right? Quand on arrive à cette réalisation et qu'on prend notre courage à 2 mains pour aller se confier à un proche, pour lui dire: Je pense que j'ai besoin d'aide». Ben, généralement, c'est pas super bien reçu dans nos communautés. Oui. Vraiment pas. Tu sais, on va se dire: «Bah, mais je suis là, moi, ton amie. Je suis là, moi, ta maman. Je suis là, moi, ta sœur. Paye-moi, moi, au lieu d'aller payer une autre Exactement. personne». Donne l'argent seulement, je Tu vais vois te ce que je veux conseiller, dire? j'ai même Je prié pour vais te toi. conseiller très bien même. Oui. Fait que pourquoi c'est encore perçu comme ça? Pourquoi c'est encore tabou? Pourquoi est-ce qu'on a encore du mal? Tu sais, moi, par exemple, un truc qui m'a le plus, surprise il y a quelques années de cela, c'est quand je me suis rendu compte que la Côte d'Ivoire faisait partie des pays qui avaient le plus haut taux de suicide. Mmh. Je pense qu'on a été classé, je pense 3e ou 4e une année dans le monde. C'est incroyable. Le même pays qui dans son leitmotiv a le mot enjaillement ancré. Mmh. Le même pays qui sa communauté va continuellement être en train de rigoler, de faire des blagues, d'être heureux, de tout prendre à la légère et cetera. Mais on est quand même classé 3 4e. Mmh. Pourquoi? Ben, je pense que en fait, dans nos cultures, il y a vraiment ces difficultés à se détacher de la spiritualité Mmh. et le principe de remettre ta peine, ta douleur dans d'autres mains que Dieu, c'est pas possible. Pourtant Dieu, il a dit: «Aide-toi et je t'aiderai», hein. Mais j'ai l'impression que ça, Exactement. on l'a Mais tu sais, hein, les gens, ils aiment bien prendre ce qu'ils mmh, aiment c'est vrai. et l'appliquer. Et puisqu'il n'y avait pas cette accessibilité-là nécessairement avant, je pense qu'ils n'ont pas grandi, avec cette idée-là. Mmh. Ben, c'est vraiment en mode: «Je vais prier pour toi Et et c'est tout pas quelque ira chose bien». qui s'est transmis au final. Non, c'est vraiment, tu sais, c'est ce truc-là de: «Cache tes problèmes et tout ira bien. Fais pas confiance à l'autre, fais pas confiance à ton voisin». Donc au final, il y a un sens de communauté, tout en même temps ayant un sens de frayeur de l'autre, un manque de confiance en l'autre. On grandit avec le conseil de ne pas faire, confiance à l'autre. Donc pourquoi j'irais te confier vraiment mes problèmes? Et Mmh. surtout si je te les confie, ta première réaction, ce sera soit de me faire une blague, parce que, bon, on est dans la dérosion, hein, on va Mmh. rigoler de ça à la place d'en pleurer. N'en pleure pas parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a pire que toi. Mmh. Da ça là, Ça est-ce que ça c'est pas là. la phrase numéro un même en Aïe, aïe, Afrique? aïe, Il y a aïe, aïe, quelqu'un aïe, qui a pire aïe, que aïe. toi. En fait Et du moment en et en fait, fait et c'est vrai, il y aura ouais, toujours quelqu'un qui sera pire ouais. que toi. Mais ça ne délégitimise pas Exactement, ce que toi ce tu que je ressens. ressens. Et c'est pas parce que quelqu'un, par exemple, perd un bras ou quelque chose, que ça veut dire que parce que lui, c'est visible, toi, ta peine qui se passe dans ta tête ou tous les struggles que tu vis dans ta tête ne sont pas autant réels juste parce qu'ils ne sont pas vus à l'œil nu. Mmh. Donc, moi, je pense qu'il y a aussi ce principe de grandir dans la foi et une foi commune. Mmh. Donc, tout le monde s'aide,
Tout le monde va t'aider, tout le monde va prier pour toi et crois-moi que ça va aller mieux. Et tout l'espoir est remis là-dedans. On a la chance de pouvoir parler de la psychologie. On a la chance d'avoir accès à ça parce que, ben, dans les pays occidentaux, c'est très, très développé. Il y a beaucoup de gens qui vont faire les études, pour ça. Il y a beaucoup de subventions aussi pour ça. Je pense qu'en Afrique, on est en train d'arriver là, mais c'est un cheminement qui a commencé vraiment plus tard. Donc, il y a aussi cette distance qui s'est créée et puis maintenant, je pense que là, nos parents, peut-être que quand ils nous voient, faire de tels chemins, ils voient. Ils en fait, ils ne peuvent juste pas nier que effectivement ça aide, effectivement ça apporte quelque chose, Mmh. mais pour eux, c'est inconcevable. Moi, je me souviens, j'ai déjà proposé à des gens enfin, j'ai déjà eu des gens dans ma famille, ils pensaient avoir des problèmes cardiaques. Ils sont allés voir le médecin était genre: «Ça va, C'est ça juste un va». stress. Quand j'ai dit que: Ouais, «Bon, est-ce que tu ouais, te sens stressé ou anxieux?» mais comment? Moi, mais shutdown, genre en mode: «Ah ça y est, tu as étudié psychologie, tu crois que ouais. tu as commencé à donner des conseils?» «Moi ça va, je stresse pas». Mmh. Alors que, bien sûr que tu stresses, tu es arrivé dans un pays, on t'a pas accueilli de la façon qu'on t'a promis qu'on allait t'accueillir. Tu as fait des diplômes, on n'a pas reconnu les diplômes comme on devait les reconnaître. Tu arrives avec des enfants, Mmh. c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on pense. Tu penses qu'on va t'accueillir d'une, certaine façon parce qu'on t'a promis ça au niveau de l'immigration. En vrai de vrai, on va te dénigrer. Donc, bien sûr que tu stresses, bien sûr que tu es Et anxieux. c'est là, c'est latent, c'est E constant. exactement et ça réside là. Mais eux, ils préfèrent prier. Nous, on prie aussi. On va prier, on croit et en fait, la spiritualité, que tu pries Dieu, que tu pries ce en quoi tu crois, ça te regarde et c'est très, très important de aussi accepter ça. Parce que je pense que même la spiritualité, nous la voyons pas de la même façon Mmh. que nos anciens. Donc voilà, maintenant eux, ils vont nous voir avancer là-dedans et j'espère vraiment qu'un jour, tout parent africain, grand-parent, qui a vraiment besoin d'aide et qui sent qu'il ne peut pas en parler, va pouvoir faire le mouvement en suivant notre exemple à nous. Quand on a besoin d'aide, il faut demander de l'aide et il faut aller chercher l'aide surtout. Donc Je pense que dans tout ce qu'on mentionne depuis tout à l'heure, il y a aussi quelque chose de très, interconnexion intergénérationnelle. Mmh. Tu vois? Ce que nos parents ont appris, ce que nous on prend d'eux, mais qu'on déconstruit, autant positif comme négatif Mmh. et cetera, right? Dans ce qui nous est transmis, il y a également, pour la plupart, je pense, des personnes de notre génération, tu sais, on a ce concept de se dire: «Ben, maintenant, moi, j'ai envie de guérir». Mmh. Tu vois? Je pense qu'il y a des legs qui m'ont été donnés, qui ne m'appartiennent pas, que j'ai envie de déposer pour aller mieux et pour transmettre quelque chose de plus léger par la suite. Fait que ce concept de guérison mentale, de guérison personnelle, c'est quelque chose qui, j'ai l'impression, revient très souvent aussi dans nos Mmh. communautés en ce moment. Fait comment est-ce que toi, tu définirais le début d'un processus de guérison mentale? Alors déjà, quand on parle de guérir, une des choses, je pense que les gens ont souvent tendance à sous-estimer, c'est le temps que ça prend. Tu peux pas avoir souffert pendant une vingtaine d'années et te dire que bon, ça y est, aujourd'hui là, Je je suis guéris. guéri. Aujourd'hui n'a aujourd'hui. La Aujourd'hui guérison est is arrivée. today, tu vois? Donc, vraiment déjà se montrer, la gentillesse qu'on montre aux autres quand on leur donne des conseils. C'est toujours facile, même pour moi, hein, après avoir étudié, de donner des conseils aux autres que de les appliquer à moi-même. Parce que, ben, encore une fois, c'est toujours plus facile de pointer ce qui va pas chez l'autre, mais faut vraiment revoir son jardin à soi. Tu sais, un jardin, quand tu prends des nouvelles graines, tu enlèves d'abord les mauvaises herbes. Ensuite, tu t'assures que ce qu'il y a là déjà, c'est possible de faire des nouvelles fleurs avec. Donc tu vas en prendre soin, tu vas l'arroser, il y a des choses naturelles qui vont arriver, la pluie, donc le côté négatif va l'arroser, mais le soleil va venir aussi apporter quelque chose, donc le côté positif va faire en sorte que la plante pousse. Tu vas semer des graines, c'est le même processus pour guérir. Faut vraiment prendre son temps et faut surtout, surtout être honnête avec soi-même. Qu'est-ce que tu mets dans l'honnêteté envers soi-même? À la transparence, hein, Ouais. c'est vraiment limite, c'est comme si tu te mets nu devant un miroir. Mmh. Quand on se met nu là, quand tu regardes longtemps dans le miroir, tu vas Mmh. commencer à te trouver des petits trucs: «Oh là là, je vais pas regarder là, oh là finalement ça» je commence à avoir des rides, des trucs comme ça. Mmh. C'est la même chose quand on se regarde à nu au niveau de sa santé mentale. Tu vas commencer à avoir des trucs qui ne vont pas. Explore ça. Demande-toi: «Pourquoi telle chose me fait réagir?» Surtout quand tu te mets dans certains états qui te dépassent, parce qu'il y a des états,
Il y a des fois où ça va super bien aller, il suffit que quelqu'un te sorte un: Mmh. «Ça va?» et là, tu pleures. Même toi, tu es là en mode, «Oh, c'est de l'eau. Qu'est-ce qui se passe?» Mmh. Tu vois? Donc vraiment prendre le temps de acknowledge que on a tous des faiblesses. La vulnérabilité n'est pas un danger, hein. Mmh. On nous apprend que c'est un danger depuis qu'on est jeune, mais ça ne l'est pas. Bien au contraire, c'est un petit cadeau que tu t'offres à toi-même. Mmh. Si t'es pas vulnérable avec toi-même, comment tu veux que même les autres puissent ressentir ça? Et surtout, comment toi, tu peux ressentir la vulnérabilité des autres? Tu vois, il y a toujours cette carapace, ben, tu vois, de la déconstruire un peu petit à petit. Beaucoup de femmes de la diaspora africaine, beaucoup de femmes qui sont issues des cultures africaines, caribéennes et Mmh. cetera, portent beaucoup sur leurs épaules, puis très souvent sont en, autopilote, Mmh. qui est un mode qui des fois te permet pas forcément de voir quand est-ce que tu guéris, quand est-ce que tu vas mieux, quand est-ce que ta norme n'est plus la survie. C'est comment est-ce qu'on distingue ces deux façons de fonctionner? Comment est-ce qu'on distingue fonctionner et aller mieux? Ça, c'est super intéressant parce que on pense que fonctionner veut dire aller mieux parce que, bah, je suis capable de continuer, en fait. Mais encore une fois, ça, c'est la capacité du corps. Le corps est capable de faire des choses, mais inimaginables, en fait. On sous-estime vraiment le corps humain et la santé mentale de l'être humain, en fait. Dans notre système nerveux, c'est même biologique en vrai de vrai, parce que dans notre système nerveux, il y a 2 autres systèmes. Il y a le système sympathique et il y a le système parasympathique. Donc dans le système sympathique, c'est ça que quand tu cours, tu sens ton cœur battre un peu plus vite, c'est celui qui va accélérer les choses. Tu dit le système sympathique, c'est ça? Sympathique, OK. exactement. Donc c'est ça qui que quand tu es très heureux, va produire beaucoup d'adrénaline, Mmh mh. quand ça va un peu moins, il y a de la production de cortisol Mmh. et surtout dès que tu es en danger, c'est là où il y a le flight or fight. Mmh. Donc vraiment ton corps, quand c'est en danger, il va se mettre sur le sympathique et il va Mmh. réduire le parasympathique. Le parasympathique, lui, il vient apporter ce calme, cette douceur. Le parasympathique gère ta digestion, Mmh. gère ta façon de respirer. C'est pas pour rien que les tachycardies existent. C'est vraiment quand le système parasympathique, descend, en fait, ton corps est juste sous alerte. Mais tu peux très, très bien fonctionner car ton cœur bat, toutes les fonctions vitales continuent de fonctionner et c'est ça, fonctionner. Mmh. Quelqu'un qui fonctionne va être sur le sympathique comme ça et le parasympathique comme ça. Mmh. Donc c'est là où on voit même les problèmes de manque de sommeil, problèmes de digestion, ça va prendre du poids. Le diabète, Dieu seul sait que le diabète là, en tout Mmh. cas, je sais qu'en Afrique, Seigneur, les gens Ouais, deviennent aveugles de ça ouais, et en fait, on ne se rend pas compte que ça vient aussi de la santé mentale. Le totalement. poids qui est porté à travers des années et des années est un danger. Mmh. Parce que tu peux fonctionner très, très, très longtemps sur le sympathique. Pour aller vraiment mieux, il faut vraiment que le parasympathique vienne talonner un peu plus le sympathique. Mmh. Parce que sinon, ton corps est en mode danger. Et le stress crée un grand danger dans le corps. Faut vraiment pas sous-estimer ça. C'est très, très juste ce que tu mentionnes, parce que je me rappelle, il y avait une année où est-ce que, je ressentais de fortes douleurs, heu, au niveau, de mon juste pour les personnes qui nous écoutent, qui nous voient pas, parce que je vais faire le geste, mais franchement, ça va être complexe. Au niveau de ma côte, mais en bas de mon Mmh. estomac, enfin bref, mais de fortes douleurs qui m'empêchaient même de pouvoir marcher. Mais des douleurs si fortes comme si on me perçait, enfin bref. Je vais voir un médecin en pensant qu'il y a quelque chose qui explosait en moi. Je ne sais pas ce que c'est, je ne comprends pas. Donc moi, je m'allonge sur la table, je suis comme: «Monsieur, vraiment, c'est complexe, je pense que je vais devoir me faire opérer». Tu sais, le médecin, Bien sûr. nommé sur Doctissimo, quoi. Et le médecin il m'observe, il regarde, nin nin, il me dit: «Madame, vous n'avez rien, mais est-ce que vous êtes stressée? Est-ce que vous ressentez beaucoup de stress en ce moment?» Je dis: «Oui, enfin peut-être, je crois, mais c'est pas possible». Tu sais, dans ma tête, c'était inconcevable Mmh. que quelque chose d'intangible, quote unquote, comme le stress, c'est quelque chose de voilà, Mmh. pouvait se matérialiser en quelque chose de physique. Mmh. Inconcevable. Et je suis ressortie de là en ayant tout aussi mal, parce qu'il m'a juste prescrit de, respire, fais du Ouais, yoga, ouais, ouais. tu sais tous les éléments qu'on a mentionnés pour, Mmh. ralentir davantage en tant que tel. Et j'étais comme: «Mais ce médecin il est nul, mais c'est rien, c'est pas possible, c'est Exactement. sûr qu'il y a autre chose». Je suis allée reconsulter, on m'a dit la même chose. C'est comme: «Ah!» Donc oui, effectivement,
ça peut se matérialiser. Ça peut devenir beaucoup plus tangible. Puis comme tu l'as mentionné, le corps peut te donner des signaux très rapidement. En fait, Effectivement. même si tu peux croire que ce n'est pas le cas parce que tu ne vois pas ça d'un point de vue tangible, ton corps va te dire: «Non ma belle, non ma belle». It's due time. Big time. Et franchement, déjà, bravo d'avoir dit oui au médecin quand il t'a demandé si tu stressé. Moi, je me souviens que ma réponse, par excellence, c'était: «Pardon?» Moi, ça va. Stress? De quoi tu What parles? what what do you mean? Mmh. Et même à travers les études, à chaque fois, j'étais comme: «Mais franchement, le stress, bah, mais le stress, c'est un élément déclencheur de tellement de problèmes de santé». Tellement. Et c'est pas pour rien que on va voir surtout dans les pays occidentaux, les femmes de diaspora africaine ou de diaspora immigrante, heu, très, très impactées au niveau de l'âge. Plus elles vieillissent, Mmh. plus, ben, il y a du surpoids, Mmh. plus on les voit vraiment fatiguées, Mmh. le dos qui courbe, le visage, mais on dirait qu'elles ont pas dormi pendant des dizaines d'années. Mmh. Mais c'est ça le poids du stress. Mmh. Parce que c'est des femmes qui doivent se lever à des heures pas possibles, travailler à des emplois que f qu'elles aient étudié ou pas, qui sont déshumanisants, en vrai de vrai. Donc le poids là, et tu portes aussi le poids des générations avant toi. Même nous, quand on porte le poids de nos parents, mais nos parents aussi ont porté le poids de leurs, grands-parents, de leurs arrière-grands-parents, et puis c'est comme ça que ça se transmet, et ça se transmet même avant que tu naisses. Si ta mère, quand elle t'a dans le ventre, malheureusement, encore une fois, on va revenir au système nerveux. Si son sympathique est plus haut que son parasympathique, tu nais avec du stress. J'ai l'impression que c'est facile à dire, mais difficile à Oui. faire. Surtout dans un monde qui aime mettre des cases, surtout dans des Mmh. communautés qui aiment, mettre des étiquettes, des labels. Tu sais, dans nos communautés, on va parler du syndrome de la fille aînée, du syndrome du dernier enfant et cetera. Tu sais, le poids également de la famille et consorts. Il y a certaines responsabilités finalement dans lesquelles est-ce qu'on nous met d'office dans des cases, right? Comment justement accompagner slash aider dans les réflexions les femmes de la diaspora africaine à comprendre que, se redéfinir soi-même, faire ces choix-là, bah, c'est pas quelque chose d'égoïste. C'est pas quelque chose qui devrait être un luxe, c'est quelque chose qui devrait être une norme. Mmh. Dire non aux étiquettes, non au poids, c'est qu'on nous met d'office. Le fait de vouloir trier, comment est-ce qu'on leur fait comprendre que, ben, c'est pas être égoïste, c'est juste, enfin bref, je veux pas mettre des mots dans ta bouche là, je vais t'entendre dessus déjà. Non, non, je vois ce que tu veux dire. Bah, en fait, faut être OK avec le fait de décevoir, vraiment. That part. That part, Wow. isn't it the hardest? Jeez. Jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, enfin, je donne le conseil, encore une fois, c'est vraiment facile de donner le conseil. Mais même pour moi, c'est très, très dur parce que les premières personnes que tu ne veux pas décevoir, en vrai de vrai, ça va être tes parents. Totalement. Tu sais les choses qu'ils ont sacrifiées pour toi, donc tu es reconnaissant pour ça. Mais je pense que de l'autre côté, on a un peu plus de difficulté à voir ce que toi aussi tu as sacrifié pour leur faire plaisir, en fait. C'est de mettre ça en mots. Vous savez, nos parents ont des oreilles. Tout le monde a des oreilles, tout le monde a un cœur, tout le monde peut écouter et faire du sens. Ça va pas être accepté nécessairement tout de suite. Je pense que du moment que tu décides de casser quelque chose, de ne pas suivre le chemin linéaire qu'on t'a donné, bien sûr que les gens vont être frustrés. Et c'est OK. Faut leur laisser leur frustration parce qu'elle ne t'appartient pas, ça c'est la leur. Et il faut pas non plus idéaliser les générations avant nous. Faut pas non plus, enlever tout le mérite qu'ils ont, parce qu'ils en ont. Totalement. Ça reste un privilège pour nous d'être ici à l'heure d'aujourd'hui, de pouvoir faire autant de choses. Beaucoup de femmes se sont battues pour ça, donc c'est incroyable, mais faut aussi être capable de reconnaître que on prend ce qu'ils nous ont donné, mais on avance avec. Il y a des choses qu'on va délaisser, il y a des choses qui n'ont pas fonctionné, et c'est OK. Donc c'est comme la médecine. Enfin, si on faisait les mêmes traitements qu'on faisait au début, quand on a commencé, il y a quelque chose qui marcherait pas. C'est la même chose, et je pense que c'est juste parce qu'ils nous voient changer, ils ont peur aussi pour nous. Ils ont vu comment eux, ils ont été traités, et des fois, je pense qu'ils essayent de nous mettre vraiment dans des cases par peur que nous aussi, on subisse la même peine. Ça ne sera jamais la même peine parce que ça ne sera jamais le même contexte déjà, Totalement. mais la peine est réelle aussi pour nous. C'est pas parce que nous vivons dans des pays occidentaux, que nous avons déménagé, que nous avons accès à internet. Alors l'accès à internet, je pense que les gens pensent que ça a rendu la vie trop facile. C'est pas le cas. L'inverse. Je sais pas pour toi, mais moi j'ai tellement entendu: «Moi à ton âge, ce que je faisais à ton âge». En fait, Alors que effectivement, mais tu faisais pas ce que moi je fais à mon âge. et tu n'es pas
mis en face des mêmes enjeux Exactement. auxquels est-ce que je fais face d'un point de vue mental. Tu sais, quand on parle de santé mentale aussi et de l'utilisation spécifiquement des médias sociaux, Mmh. on voit également, un challenge auquel enfin, certainement que nos parents ne comprennent pas. C'est le fait d'être continuellement en contact avec les autres, Mmh. constamment, en ligne, sur Insta, TikTok et cetera. Le fait de recevoir potentiellement des critiques, le cyberharcèlement et autres. Notre génération fait face aussi, veut pas, à de nouveaux enjeux en termes de santé mentale que nos parents ne comprennent pas forcément, tu vois? Donc dans cette réflexion-là, dans un contexte migratoire dans lequel est-ce que, ce qui est une bonne chose, du moins qu'on ait accès maintenant à un accompagnement spécifique, à des ressources et qui peuvent nous permettre de mettre des mots sur ce qu'on ressent. Mmh. Parce que si on avait continué à avancer sans outils ou avec les mêmes outils qu'avant, comme tu le mentionnais, dans l'écosystème inter et hyper connecté, dans lequel est-ce que nous sommes en ce moment avec Instagram et qu'on sort, mais Ah non, mais on s'en sortirait pas. mon Dieu, On s'en sortirait pas. Enfin, ça aurait regarde été juste si comment le complexe, commérage si complexe. Là, c'est maintenant commérage 2.0. exactement. Elles n'ont que les groupes WhatsApp. Nous, on a Instagram, Et les TikTok. voisines, nous, il y a Il y a tout Instagram comme ça tu as qui se dit, rajoute. il y a Tout TikTok, ça, il y a aussi les tout ça, les mauvaises propagandes qu'il y a tout sur ça, l'Afrique. tout ça. Enfin, je voyais même, au niveau des recherches, c'est comment on est sous-représenté, Mmh, comment on est, enfin très, très négligé. mmh, Ou bien on va penser en fait, dans toutes les communautés, tout le monde pense qu'on est juste forte, mmh. qu'on est juste forte et ça va aller parce que grâce à cette force-là, t'inquiète, tu réussiras. Sauf que cette force-là, enfin, au bout d'un moment, peut-être que tu avais un bassin rempli, tu vois? Totalement, Mais tu le consommes, c'est comme une bouteille d'eau. Au totalement. début, ta bouteille, elle est remplie, tu as un bon de 2 litres, miam mi glou, 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 mais au bout d'un moment, ça se vide. Faut que tu la re-remplisses. Mmh. Tu vas ailleurs pour la remplir. C'est exactement la même chose avec la force. C'est faux que la force peut perdurer jusqu'à l'infini. Tu vas avoir des downs, tu as besoin de te recharger. C'est OK de vouloir se recharger. Il y a aussi, comme tu as dit, l'impact des réseaux sociaux est énorme. Parce que ça reste que sur les réseaux sociaux, tu peux encore voir, la différence, que ce soit salariale, que ce soit au niveau de l'exposition, que ce soit, enfin, par rapport à tout, le lifestyle, Mmh. entre la communauté blanche et les communautés, il y a le mot racisé, mais j'aime tellement pas ce mot. Issu de la diversité. Issus de la diversité, Voilà. voilà. On va dire ça comme ça. Issus de la diversité qui n'ont pas nécessairement les mêmes avantages. Mmh. On voit encore le travail ardu qui doit être fait 2 fois plus fort. Comment est-ce qu'on fait pour reconnaître et valider ces émotions? Enfin, déjà reconnaître le super travail que tu as déjà fait sur toi-même depuis. Mmh. La force qui t'a mené au jour de réalisation que: «Bon, ma force, elle est un peu diminuée». Tu as réussi quand même à te rendre jusque-là. Mmh. Je pense que des fois, on a vraiment de la difficulté à se donner ce self high five. You did that. You did that. À la fin de la journée, genre, you went through it et tu as été capable de traverser ça. Et c'est surtout redéfinir, ça veut dire quoi être forte? Ça veut tout et rien dire, hein. Ma force versus ta force ne sont pas les mêmes. Mmh. On a très, très souvent tendance à se comparer aux autres: «Ah mais regarde elle, comment elle fonctionne très bien, elle est capable de faire toutes ces choses-là». Mais peut-être que toi, tu as pas vu les heures où elle a passé à pleurer, en fait. Combien d'influenceuses on voit en train de mettre, des snaps d'elles, genre en mode elles sont toujours heureuses, nin et vraiment plus tard, tu vois qu'elles ont des clips d'elles où elles étaient mais franchement c'était la galère. Mmh. Parce qu'elles peuvent rester fortes, mais encore une fois, la force demande d'être rechargée. Donc faut vraiment redéfinir toi, qu'est-ce que veut dire être forte pour toi? Et à partir de là, rendre ça réaliste pour ton contexte à toi. Parce que être forte, c'est on l'est toutes. Ça, s'il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on est toutes très, très fortes. Mmh. Déjà juste par le principe d'être qui on est et de Mmh. continuer à tous les jours d'être là. Mmh. Donc la force, c'est à vous de vous la créer, c'est à vous, de vous la définir et c'est OK si c'est pas la même définition que l'autre. En fait, tout est OK. C'est Ouais, OK de ouais, vraiment, ouais. Moi, personnellement, le concept de strong black woman, je l'ai déposé il y a longtemps. Il y mmh, a si longtemps. Ça ne m'intéresse pas. ouais, Non, prenez votre étiquette, repartez avec. c'est exactement ça. I'm looking for a soft life. Very soft. Mmh, Very, very soft. Parce que comme tu l'as dit, tu sais, arrivé à un certain moment, quand tu donnes, 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 donnes de la force, ben, tu arrives à un moment où est-ce que justement tu as besoin de recharger. Et je trouve que c'est aussi pertinent de se retrouver à ce stade-là, où est-ce que tu te rends compte que tu as besoin de recharger, parce que tu as la capacité de pouvoir définir comment.
tu souhaites Exactement. recharger. Et qu'est-ce qui va te permettre de maintenir cette recharge-là en tant que telle aussi? Chose que des fois on oublie un peu dans le va-et-vient de la vie, on se dit juste: «OK, non, il faut juste que là je me repose et y aller, continuer et cetera». Mais c'est tout aussi pertinent de se dire: «Là, c'est vide, Mmh, avec quoi je le remplis? Comment je le maintiens? Puis qu'est-ce que je ne veux plus faire pour que ça se revide encore?» exactement. C'est exactement comme tu as dit, en fait, l'étiquette que les gens te mettent, ça leur appartient. Toi, comment tu décides de te définir? Moi aussi, il y a très longtemps, j'ai des non, très longtemps, il y a 4 5 ans, j'ai décidé de vraiment arrêter ça. J'ai pas besoin c'est pas tous les combats qui sont mes combats, déjà. Je choisis les tu sais l'expression «choisir ses combats», elle elle a vraiment lieu d'être. Totalement. Parce que tu pourras pas te battre sur tous les fronts. C'est pas tous les combats qui te concernent et même si certains te concernent, il y a des journées où tu as pas envie de te battre Et et c'est c'est OK. OK. Et c'est C'est OK. OK Vraiment. et ta façon de remettre les gens à leur place, des fois ou même de pouvoir être forte, c'est d'avoir des discussions très vulnérables avec les autres. Moi, des fois, je sais que limite, c'est pas si je force mes amis à être vulnérables, en mode genre: «Ça y est, drop it». Comme laisse-toi aller et tu le vois même dans les amitiés, enfin, ce truc-là de: «Moi, je suis plus fort que toi, je vais pas montrer ma faiblesse avant toi». Mais non, parce que l'amitié perd tellement de flavor. Tu vois ce que je veux dire? La vulnérabilité rajoute vraiment un truc sain, parce que c'est OK d'être comme tu es, sans l'avis des autres, sans les étiquettes qu'ils te donnent. Love that. Pour conclure, ma chère, si tu devais transmettre 3 habitudes simples de vie à suivre, pour nourrir, entretenir sa santé mentale au quotidien, quelles seraient-elles? Alors déjà, vraiment, écrivez. Vous l'aurez compris, ce soir, si vous n'avez Ce pas de soir, calepin ou de crayon chez vous. il faut vraiment écrire. C'est très, très sous-estimé. Alors écrire, méditer et surtout, vraiment vous booker des moments avec vous-même. Tu vois, le même temps que tu fais pour aller manger au restaurant avec des potes pendant la semaine, c'est OK d'en annuler un et c'est OK d'être vraiment seul et c'est important de prendre du temps seul. C'est important de sans musique, hein. Tu sais, souvent on a tendance à vouloir mettre un petit peu de musique et tout ça. Des fois, en fait, la musique vient de toi-même. C'est beau ça. Tu crées ta propre harmonie. Donc vraiment, pose-toi avec toi, demande-toi: «Qu'est-ce que je vais écrire aujourd'hui?» Et ce que je vais écrire, je veux méditer sur ça. Tu médites dessus et ensuite tu passes juste un petit moment vraiment. Tu es là et je vous jure, ça fait vraiment du bien. Donc prenez soin de vous, faites attention à vous, priorisez-vous s'il vous plaît, vraiment priorisez-vous parce que vous allez voir que c'est magique. C'est vraiment magique. Tu te permets d'être vulnérable, les autres vont pouvoir voir que tu es vulnérable et même eux vont se permettre d'être vulnérables. Ça va apporter juste de la beauté en fait. Donc voilà, ce serait I ça mes love 3 petits that. conseils. Merci tellement, Cléma. Merci pour ton temps, merci pour tes conseils, merci pour ton honnêteté, merci pour ta vulnérabilité, ma chère. Mais merci à toi, franchement, c'est Sayaspora, c'est un très, très beau projet. Merci. Pour faire partie d'une de vos cohortes, je trouve ça super ce que vous faites. Non seulement ça, vous créez un espace où on reçoit du support. Love Enfin, that. tu es là avec d'autres de tes sœurs africaines qui ont vécu un peu la même chose. On peut discuter de tellement de belles choses. Donc, bravo à toi, en vrai de vrai, Jamila. Merci beaucoup. Ça fait Merci énormément. Merci à Sheima pour cette conversation douce, profonde et nécessaire. Merci aussi pour ton honnêteté, ta vulnérabilité et ta capacité à mettre des mots sur ce que beaucoup vivent en silence. Avant de se quitter, nous souhaitons évidemment remercier la Fondation canadienne des relations raciales, notre bailleur de fonds, qui rend possible cette série dédiée au bien-être et aux voix des femmes de la diaspora africaine. Dans l'épisode 5 de Saya Care, nous poursuivons cette exploration des récits et de la guérison, mais sous un nouvel angle. Comment vivre au-delà d'un diagnostic. Nous retrouverons Asta Traoré pour parler de corps, de diagnostic, de résilience et de tout ce qui se joue dans les zones d'ombre de la médecine. Merci à vous de nous écouter, de partager ces épisodes et de continuer à faire vivre Saya Care à travers vos histoires et vos témoignages. On se dit donc à très bientôt.